contexte de l'époque est relativement tendu, même si on assiste depuis 87 à une sorte de détente. Mais il est vrai qu'à partir des discussions, notamment des débats parlementaires à l'Assemblée nationale, autour de la deuxième mouture du statut qui sera proposé par Bernard Pons, qui est à l'époque le ministre de l'Outre-mer du gouvernement de Jacques Chirac, on sent une crispation à la fois dans les propos. Moi, je me rappelle que Jacques Lafleur disait qu'en aucune manière il était possible de discuter avec le FNKS qui regroupe 200 terroristes. Bernard Pons, lors des débats parlementaires, parle du peuple kanak qui n'existe pas, d'une culture kanak qui n'existe pas. Et donc ces mots, ces phrases sonnent aussi d'une manière un peu véhémente dans les esprits des indépendantistes. Et puis sur le terrain, les barrages, certes, ils ont été levés, mais il reste encore des foyers de crispation, de tension. On est loin de la paix dans les cœurs. Au début du mois d'avril, le FLNKS décide de boycotter les élections qui sont prévues le dimanche 24 avril. En effet, la mise en place du statut Pons va autoriser le gouvernement à voter à la fois pour la mise en place du statut Pons, mais aussi pour le premier tour des présidentielles. Et cette association des deux scrutins, l'un à enjeu territorial et l'autre à enjeu national, n'est pas acceptée par les indépendantistes qui vont récuser à la fois la date et puis les modalités d'organisation du scrutin. Et donc on va aboutir à un boycott actif. Sur le terrain, ce boycott actif, il va se traduire par une volonté d'occuper pacifiquement les gendarmeries de Tadine à Marais, de Oué à Lifou et de Fayaoué à Ouvert. Et l'une d'entre elles va déraper, tandis que les deux autres ne seront pas mises en pratique. Du côté indépendantiste, on récuse le statut Pons, qui est considéré comme un statut qui vient en retrait de toute l'habitude autonomiste, à la fois de décision et de gestion, qu'avaient pris un certain nombre de leaders, notamment dans la conduite des affaires publiques, aussi bien dans la période des régions Fabius-Pisani de 85 que dans les périodes précédant le statut de 84. Les indépendantistes souhaitent que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance, et en phase 2, ils ont le RPCR, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République de Jacques Lafleur, qui va s'opposer d'une manière farouche et déterminée à ce mot d'ordre d'indépendance kanak socialiste. Comment se positionne le gouvernement vis-à-vis de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie à ce moment-là? Il y a deux temps. On distingue la période avant mars 86 et puis celle qui s'ouvre après mars 86. En effet, les élections législatives de mars 86 vont inaugurer pour la première fois dans la Ve République une période de cohabitation, c'est-à-dire que le président de la République reste de gauche, pour faire simple, c'est François Mitterrand, et par contre, les partis majoritaires à l'Assemblée nationale, le RPR et l'UDF, vont permettre à Jacques Chirac de devenir le Premier ministre de ce gouvernement de cohabitation. Et idéologiquement, les deux vont s'opposer, et la Calédonie, qui a longtemps été un enjeu de politique nationale, va devenir le théâtre d'une volonté de changement idéologique par la pratique vis-à-vis de ce qui avait été fait, notamment par le gouvernement français, d'obédience socialiste. C'est-à-dire qu'à partir de 86, le retour à l'ordre, à la sécurité des biens et des personnes sont des axes prépondérants de la politique qui est menée localement.